Début janvier 1940. Une forêt au cœur glacé de la Finlande, le long d'une route étroite appelée la route de Raat. La température avoisine les 30 degrés en dessous de zéro. Un soldat finlandais à ski se déplace entre les arbres, blanc de la tête aux pieds, presque invisible dans la neige, sans faire le moindre bruit. Et sur la route à côté de lui, s'étirant sur ce ruban étroit de terrain dégagé sur kilomètre après kilomètre après kilomètre, se trouve une division soviétique tout entière. Des chars, des camions, des cuisines de campagne, de l'artillerie, des milliers et des milliers d'hommes. Et pas un seul d'entre eux n'avance. C'est ce que le soldat finlandais comprend. Et que les soviétiques sur la route commencent seulement à comprendre. Ils ne peuvent pas avancer, car la route devant eux a été coupée. Ils ne peuvent pas reculer, car la route derrière eux a également été coupée. Et ils ne peuvent pas quitter la route, car de chaque côté s'étend la chose que les planificateurs soviétiques n'avaient jamais correctement prise en compte. La forêt profonde, sans piste et gelée, dans laquelle un homme à pied, avec des bottes ordinaires, s'enfonce jusqu'à la taille et meurt, et à travers laquelle un homme à ski, qui connaît le pays, se déplace comme un fantôme. La division sur la route est l'une des formations militaires les plus puissantes du monde. Et elle est sur le point d'être découpée en morceaux et détruite presque jusqu'au dernier homme par une force finlandaise n'en représentant qu'une fraction. Or, si vous connaissez tant soit peu la guerre d'hiver, la guerre entre la petite nation qu'est la Finlande et le colosse que représente l'Union soviétique durant l'hiver 1939 et 40, vous avez probablement déjà en tête une image de la façon dont les Finlandais ont accompli cela. Vous imaginez probablement l'une de ces trois choses. Peut-être imaginez-vous le tireur d'élite, la mort blanche, Simo Häyhä, le paisible fermier qui tua plus de 500 soldats soviétiques en moins de 100 jours, le tireur le plus redoutable de l'histoire de la guerre, un homme seul si craint que l'armée rouge bombarda des pans entiers de forêt dans le seul but de le tuer. Peut-être imaginez-vous le cocktail Molotov, la bouteille d'essence avec un chiffon enflammé, la bombe artisanale que les Finlandais lançaient sur les chars soviétiques jusqu'à ce que la neige soit jonchée d'épaves en flammes. Ou peut-être imaginez-vous simplement le froid lui-même, l'impitoyable hiver finlandais qui gela les envahisseurs par milliers là où ils se trouvaient. Ces trois images sont réelles. Ces trois choses se sont produites. Et voici ce que cette vidéo existe pour vous dire. Aucune d'entre elles n'est la réponse. Aucune d'entre elles n'est la tactique qui a véritablement sauvé la Finlande. Le tireur d'élite, la bombe incendiaire et le gel sont les choses dont tout le monde se souvient. Les images dramatiques, la matière des légendes. Mais ce qui a réellement permis à une nation de moins de 4 millions de personnes, avec une armée de 300 000 hommes et seulement 32 chars, de tenir tête à une Union soviétique de plus de 150 millions d'habitants avec des milliers de chars et une armée bien plus puissante, était quelque chose de bien moins spectaculaire, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment photographier, quelque chose que les Finlandais ont nommé d'après un humble tas de bois de chauffage. Il y a une raison pour laquelle nous nous souvenons des mauvaises choses, et il vaut la peine de la nommer d'emblée, car c'est la leçon silencieuse qui sous-tend toute cette histoire. Les tactiques ne se photographient pas bien. Une méthode, une façon de se déplacer, de couper et d'isoler, est invisible. Ce qui se photographie bien, c'est un tireur solitaire en blanc, dans la neige, un char en flammes, un corps gelé. L'appareil photo et la mémoire saisissent l'image dramatique, le héros solitaire, l'objet saisissant, et passent directement à côté de la chose sans glamour qui a véritablement accompli le travail. Ainsi, la légende de la guerre d'hiver est devenue une légende de tireurs d'élite, de bombes incendiaires et de gel, d'héroïsme individuel et d'armes artisanales, et le véritable moteur de la survie finlandaise, la tactique froide, patiente et brillante qui a rendu tout cet héroïsme possible, s'est estompé en arrière-plan, mentionné en passant
si tant est qu'elle le fût. Nous allons la replacer au premier plan, là où elle mérite d'être. Pour comprendre la tactique unique qui a véritablement sauvé la Finlande, la tactique qui transforma la plus grande force du géant soviétique en la chose même qui le tua, il nous faut remonter en arrière, revenir à une demande refusée à l'automne 1939, à l'étrange géographie d'un pays gelé, et à un seul mot finlandais qui désigne à la fois un tas de bûches attendant d'être fendues et la méthode par laquelle une petite nation découpa une grande armée en morceaux. Le mot est moti. Commençons par le déséquilibre, car le déséquilibre est ce qui rend tout ce qui suit presque impossible à croire. À l'automne 1939, Joseph Staline regarda la carte de sa frontière nord-ouest et n'aima pas ce qu'il vit. La deuxième ville de l'Union soviétique, Leningrad, le berceau de la Révolution, ne se trouvait qu'à environ 32 km de la frontière finlandaise. Pour Staline, c'était une vulnérabilité intolérable, et il convoqua donc des négociateurs finlandais à Moscou pour leur soumettre ses exigences. Il voulait que la Finlande recule sa frontière sur l'isthme de Carélie, bien au-delà de Leningrad. Il souhaitait louer une péninsule finlandaise, Hanko, pour en faire une base navale. En échange, il offrait une portion de forêt plus grande, mais largement sans valeur à l'est. Ces exigences, prises ensemble, auraient privé la Finlande de son meilleur terrain défensif et l'auraient laissé exposée. Beaucoup pensent que l'objectif réel de Staline allait encore plus loin, qu'il avait l'intention, en temps voulu, d'avaler la Finlande tout entière, à la manière dont l'Union soviétique allait bientôt avaler les États baltes que sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Les Finlandais dirent non. C'était, en apparence, un acte proche de la folie. Considérons la disparité. L'Union soviétique avait une population de plus de 150 millions d'habitants. La Finlande en comptait environ 3,5 millions, moins que bien des villes isolées. L'Union soviétique pouvait aligner des milliers de chars et près de 4000 avions. La Finlande ne disposait que de 32 chars, dont la plupart étaient obsolètes, et d'à peine une centaine d'avions opérationnels. Lorsque l'invasion viendrait, les Soviétiques engageraient des centaines de milliers de soldats. Et derrière eux se trouvait la puissance humaine inépuisable d'un empire continental. À chaque mesure habituellement retenue pour évaluer les armées, la Finlande aurait dû cesser d'exister en tant que pays indépendant en quelques semaines. Le déséquilibre était de l'ordre de 40 à 50 pour 1 en population seule. Le 30 novembre 1939, lorsque la Finlande refusa de céder, l'Union soviétique envahit le pays. Des avions soviétiques bombardèrent Helsinki. Des armées soviétiques franchirent la frontière en plusieurs points sur toute la longueur de la ligne de front. Et Staline était tellement convaincu d'une victoire rapide et totale qu'il fit quelque chose de révélateur. Il avait déjà préparé un gouvernement fantoche, une soi-disant république démocratique finlandaise, dirigée par un exilé communiste finlandais nommé Otto Kuusinen, prêt à être installé à Helsinki pour gouverner le pays conquis une fois que l'armée rouge y serait entrée. Ce n'était pas une guerre d'ajustement frontalier limité, quoi qu'en disait le langage officiel. Il s'agissait d'une conquête. Staline avait amené le gouvernement qui dirigerait la Finlande après que la Finlande aurait cessé d'exister. Le monde, qui observait, partageait l'analyse de Staline. L'attente était presque universelle. Les Finlandais, aussi courageux fussent-ils, seraient écrasés rapidement. L'armée rouge était énorme. Elle était mécanisée. Elle avançait en grandes colonnes de chars, de camions et d'hommes, avec une puissance de feu que la Finlande ne pouvait rêver de repousser. Mais les Finlandais possédaient quelques atouts qui ne figuraient pas dans les tableaux de chars et d'avions, et ces atouts allaient se révéler bien plus importants que quiconque ne s'y attendait. Ils se battaient sur leur propre terrain, pour leur propre foyer et leur propre indépendance nouvellement acquise, gagnée seulement 20 ans plus tôt sur l'Empire russe en train de s'effondrer. La Finlande avait le service militaire universel, et au-delà de l'armée, elle disposait de la garde civile, une milice nationale qui avait entraîné les hommes finlandais ordinaires exactement pour le moment où le pays pourrait en avoir besoin. Et ces hommes étaient, par leur origine et leur culture, parfaitement adaptés à cette guerre particulière. C'étaient des gens de la campagne, des forestiers, des chasseurs, des hommes qui avaient grandi à ski et avec des fusils,
qui pouvaient se déplacer dans la neige profonde et la forêt dense aussi naturellement qu'en marchant et qui savaient tirer. Ils avaient un commandant en chef, le maréchal Carl Gustaf Emil Mannerheim, un vieux soldat d'un immense prestige qui avait construit, sur l'isthme de Carélie, la ligne de fortification qui porterait son nom. Rien de tout cela ne comblait l'écart en termes de chiffres bruts qui restaient désespérés. Mais cela signifiait que l'armée finlandaise, aussi petite soit-elle, était une force ramassée, motivée et familière des bois, défendant un terrain qu'elle comprenait mieux que n'importe quel envahisseur ne le pourrait jamais. Le géant était sur le point de pénétrer dans le seul type de pays et de rencontrer le seul type d'ennemi que ses avantages écrasants étaient le moins à même de gérer. Et il avait, caché au sein de toute cette force, une faille fatale. Plusieurs, en réalité. Le géant qui franchit la frontière finlandaise à la fin novembre était immensément puissant, et il était aussi, d'une façon qui ne deviendrait claire que lorsque la neige serait rouge de sang, aveugle, rigide et fragile. Pour comprendre comment la Finlande a survécu, il faut d'abord comprendre pourquoi le géant ne pouvait pas simplement entrer et prendre ce qu'il voulait. Et la réponse à cela commence non pas avec l'héroïsme finlandais, mais avec la géographie finlandaise. Regardez une carte de la Finlande, mais plus important encore, imaginez-vous en train de la traverser en décembre. La Finlande est un pays de forêts, de lacs et de tourbières. En dehors de l'étroite ceinture habitée au sud, une grande partie du pays est une vaste et dense région sauvage subarctique, un enchevêtrement de pins, d'épicéas et de bouleaux parsemés de milliers de lacs gelés et de marécages enneigés. En été, c'est un pays difficile à traverser. Au plus profond de l'hiver, sous plusieurs mètres de neige, par des températures qui plongèrent cet hiver-là à 30 et même 40 degrés en dessous de zéro, c'est quelque chose qui s'approche de l'impraticable pour un homme qui ne le connaît pas. Un soldat à pied en bottes standard, portant un fusil et un sac, essayant de marcher à travers tout cela en dehors des chemins, s'enfonce dans la neige, s'épuise en quelques minutes et gèle. Ce qui signifie qu'une grande armée mécanisée pénétrant en Finlande par l'Est n'avait, dans la plus grande partie du pays, pratiquement aucun choix quant à la façon dont elle se déplaçait. Elle devait utiliser les routes, et il y avait très peu de routes. En dehors de l'isthme de Carélie au sud, le pays n'était desservi que par une poignée clairsemée de routes forestières étroites, taillées dans le désert, souvent qu'un simple chemin serpentant entre les arbres et les lacs. Les chars, les camions, l'artillerie, les chariots de ravitaillement et les hommes eux-mêmes devaient tous s'entasser sur ces quelques rubans étroits de terrain dégagé. Et ainsi les grandes colonnes soviétiques, avançant à l'intérieur de la Finlande, étaient contraintes de s'étirer le long de routes uniques, sur kilomètre après kilomètre, nez à queue, incapables de se déployer hors de la route dans la forêt, incapables de manœuvrer. Gardez maintenant cette image, l'armée piégée sur la route, et ajoutez-y la deuxième grande faiblesse, celle qui se trouvait à l'intérieur même de l'armée rouge. Dans les années qui précédèrent sur la guerre, Staline avait mis en pièces son propre corps d'officiers. Les grandes purges de la fin des années 30 avaient vu une grande proportion des commandants expérimentés de l'armée soviétique arrêtés, emprisonnés ou simplement fusillés, balayés par des vagues de paranoïa. Les hommes qui restaient, ou qui furent promus pour combler les vides, étaient souvent inexpérimentés, et pire encore, ils étaient terrifiés. Dans une armée où prendre des initiatives pouvait vous valoir d'être dénoncé et tué, les officiers apprirent à faire exactement ce que la doctrine et leurs supérieurs leur disaient, et rien de plus. L'armée rouge qui envahit la Finlande était donc rigide. Elle suivait ses plans, même quand ils échouaient. Elle attaquait selon le style massif et frontal pour lequel elle avait été entraînée, le style adapté aux plaines ouvertes d'Europe de l'Est, et elle avait peu de capacité à s'adapter lorsque ce style se heurtait à une forêt gelée et à un ennemi qui refusait de se battre de la façon attendue. Et la troisième faiblesse était la plus simple de toutes. Les soldats soviétiques n'étaient pas préparés au froid. Beaucoup manquaient de vêtements d'hiver appropriés. Ils n'avaient pas de camouflage blanc, de sorte que leurs uniformes et véhicules sombres se détachaient dans la neige comme de l'encre sur du papier.
Leurs véhicules et leurs armes gelaient. Leur cuisine de campagne, leur carburant, leur chaleur, tout cela était lié à la route et à la colonne, et un soldat coupé de la colonne, dans ce froid, était un soldat qui n'avait plus que quelques heures à vivre. Imaginez donc maintenant le géant tel qu'il était réellement en décembre 1939. Immensément puissant sur le papier, et en pratique étiré sans défense le long d'étroites routes forestières, conduit par des officiers apeurés, incapables d'improviser, vêtus de sombres uniformes qui faisaient d'eux des cibles, dépendant d'une ligne de ravitaillement fragile pour la chaleur qui les maintenait en vie, et entourés de toutes parts d'une forêt qu'ils ne pouvaient pénétrer et d'un ennemi qu'ils ne pouvaient voir. Au sud, sur l'isthme de Carélie, les Finlandais tinrent tête à la principale poussée soviétique avec leur position défensive fortifiée, la ligne Mannerheim, et la maintinrent tout au long du mois de décembre lors de combats d'usure en des lieux comme Taipale, Suma et Kolaa, où naquit un dicton finlandais « Kolaa tient ». Les combats sur l'isthme durant ces premières semaines constituèrent en eux-mêmes une leçon sur la façon dont les forces de l'armée rouge pouvaient être si mal utilisées. Les Soviétiques attaquèrent les fortifications finlandaises de front en vagues massives, envoyant leurs chars en assaut frontaux, maladroits, mal coordonnés avec leur infanterie. À maintes reprises, les défenseurs finlandais laissaient les chars rouler au-dessus de leur position avant de décimer les fantassins qui les suivaient, séparant les blindés de l'infanterie censée les protéger, la même rupture fatale qui se révélerait décisive au nord. Les chars qui s'avançaient, seuls, étaient traqués et détruits. Les Soviétiques engagèrent division après division dans ces attaques et furent repoussés avec des pertes épouvantables, la neige devant les lignes finlandaises s'accumulant de leurs morts. La ligne Mannerheim n'était pas imprenable et elle était tenue de façon clairsemée, mais pendant 2 mois entiers, les Finlandais firent payer aux Soviétiques un lourd tribut pour chaque mètre gagné. Éteindre. Ce fut un triomphe défensif, et il acheta le temps dont tout le reste dépendait. Mais c'est dans les forêts du Nord, contre ces colonnes enchaînées aux routes, que les Finlandais produisirent la tactique qui allait devenir la signature de toute la guerre. La géographie et les propres défaillances de Staline leur avaient fourni les conditions parfaites. Il leur fallait maintenant la méthode pour en tirer profit. Ils la trouvèrent dans le tas de bois. Voici le mot et voici l'idée. Et une fois que vous l'avez vue, vous ne pouvez plus ne pas la voir. Moti est un vieux mot finlandais du monde de la sylviculture. Il désigne un tas de bûches coupées d'environ 1 mètre cube de bois, la quantité qu'on pourrait couper, empiler puis fendre pour en faire du bois de chauffage. C'est un mot humble, pratique, rural. Et les soldats finlandais, dont beaucoup étaient eux-mêmes des hommes de la forêt, des réservistes qui avaient passé leur vie à bûcheronner, à chasser et à skier dans exactement ce type de pays, prirent ce mot et en firent une tactique, parce que la tactique fonctionnait exactement comme travaille un bûcheron. Lorsqu'on a une longue bûche, on n'essaie pas de la fendre en une seule fois. On la coupe d'abord en longueurs courtes et maniables, puis on fend chaque longueur séparément. C'est le moti. La longue colonne soviétique étalée sur la route était la bûche, et les troupes finlandaises, à ski, au lieu d'essayer d'affronter cette colonne de front dans un combat de force qu'elles ne pouvaient jamais remporter, utilisèrent leur mobilité pour la couper. Elles frappèrent la route en plusieurs points à la fois, sectionnant la colonne en segments isolés, distincts, chacun désormais coupé des autres, encerclé, piégé sur son tronçon de route avec la forêt de tous côtés. Chacun de ces segments piégés était un moti. Et une fois un moti formé, les Finlandais le détruisaient à loisir. Son génie était de transformer chaque avantage soviétique en un handicap. L'immense taille de la colonne, sa plus grande force en terrain ouvert, devenait une faiblesse fatale, car une force immense entassée sur une route étroite n'est pas un point. C'est une rangée de cibles impuissantes, incapables de faire peser leur nombre. Les Finlandais, à ski, blancs dans la neige, se déplaçant silencieusement à travers la forêt que les Soviétiques ne pouvaient pénétrer, frappaient où ils le voulaient
et disparaissaient avant que les Soviétiques ne puissent réagir. Ils attaquaient les cuisines de campagne pour que les hommes piégés ne puissent pas manger. Ils attaquaient le carburant pour que les véhicules ne puissent pas rouler et que les hommes ne puissent pas se réchauffer. Ils coupaient les lignes de ravitaillement et laissaient le froid faire son œuvre, et le froid, pour un soldat soviétique coupé de sa cuisine et de son abri à 40 degrés en dessous de zéro, était une sentence de mort. Certains motis, les Finlandais les assaillaient directement. D'autres, ils les encerclaient simplement et les laissaient geler et mourir de faim, revenant les achever lorsqu'ils étaient trop affaiblis pour résister. Ils fendaient le bois de chauffage. La démonstration classique du moti, celle qui est entrée dans l'histoire militaire, eut lieu à un endroit appelé Suomussalmi et sur la route de Raat qui y menait, dans les derniers jours de décembre 1939 et les premiers jours de janvier 1940. Les Soviétiques avaient envoyé 2 divisions complètes, la 163e et la 44e, totalisant quelques 45 000 hommes avec des chars et de l'artillerie, fonçant vers la ville de Suomussalmi dans le but de couper la Finlande en deux à sa partie la plus étroite et d'atteindre le golfe de Botnie. Face à eux, le commandant finlandais, le colonel Hjalmar Silasvuo, disposait de sa 9e division, environ 11 000 hommes, dont beaucoup étaient des réservistes locaux qui connaissaient chaque sentier et chaque lac gelé de la région. Silasvuo ne chercha pas à tenir une ligne. Il coupa. D'abord, il isola et détruisit la division de tête, la 163e, la taillant en pièces autour de Suomussalmi entre le 27 et le 29 décembre. Vint ensuite la 44e division, une division motorisée entièrement équipée, envoyée sur la route de Raat pour secourir la première, étalée sur cette étroite route forestière sur des kilomètres. Les Finlandais coupèrent la route devant la division, la coupèrent derrière, puis la coupèrent encore et encore au milieu, découpant la division tout entière en une chaîne de motis séparés. Puis, au cours de la première semaine de janvier, ils la détruisirent. Les hommes sur la route, incapables d'avancer, incapables de reculer, incapables de quitter la route, attaqués depuis la forêt blanche par un ennemi qu'ils pouvaient à peine voir, gelèrent, moururent de faim et périrent. Le lendemain, sur la route de Raat, devint l'une des images marquantes de la guerre, bien qu'il s'agisse du résultat de la tactique plutôt que de la tactique elle-même. Quand tout fut terminé, la route forestière étroite et les bois de chaque côté étaient jonchés sur des kilomètres des épaves gelées d'une division. Des chars et des camions abandonnés se tenaient là où leur carburant s'était épuisé, où leurs équipages étaient morts. Les corps de milliers de soldats soviétiques gisaient dans la neige, là où le froid les avait emportés. Beaucoup d'entre eux figés dans les postures où ils étaient morts, certains encore recroquevillés autour des restes de feu qu'ils avaient allumés dans un geste désespéré, des feux qui n'avaient fait que les rendre plus faciles à cibler dans l'obscurité. Les Finlandais qui parcoururent cette route par la suite décrivirent un silence et une échelle de mort qui les marquèrent pour le reste de leur vie. Aujourd'hui, ce même tronçon de route est un lieu de mémoire en Finlande, bordé de pierres, une pour chaque unité, un monument silencieux à l'hiver où une grande armée s'enfonça dans la forêt et n'en ressortit pas. Il vaut la peine de garder à l'esprit la réalité humaine de cet événement, aux côtés du génie de la méthode, car la méthode était un moyen de tuer des dizaines de milliers d'hommes, dont beaucoup étaient des conscrits qui ne savaient pas pourquoi ils avaient été envoyés dans ce pays gelés pour mourir. Les chiffres sont presque difficiles à croire. La 9e division finlandaise, en infériorité numérique d'environ 4 contre 1, détruisit les 2 divisions soviétiques. Elle captura quelques 43 chars, 70 canons de campagne, 300 mitrailleuses, des centaines de véhicules et plus de 1000 chevaux. Les Soviétiques perdirent de l'ordre de 22 à 27 000 hommes tués, blessés, gelés ou capturés. Les Finlandais en perdirent moins de 1000. C'est l'une des victoires les plus déséquilibrées de tout le XXe siècle, et elle fut remportée non pas grâce à des armes ou à des effectifs supérieurs, que les Finlandais n'eurent jamais,
mais grâce à la tactique du bois de chauffage, en coupant la bûche en longueur et en fendant chacune d'elles. Et il y a un dernier détail glaçant qui vous dit à quel point la catastrophe fut totale du côté soviétique. Le commandant de la 44e division détruite, le général Vinogradov, échappa à l'encerclement avec quelques survivants. Lorsqu'il atteignit les lignes soviétiques, il fut traduit devant un conseil de guerre pour la perte de sa division, et lui, ainsi que son chef d'état-major et son commissaire politique, fut fusillé. La réponse de l'armée rouge au désastre fut d'exécuter l'homme qui y avait survécu. Et Suomussalmi ne fut pas un coup de chance. Le moti était une méthode, et les Finlandais l'utilisèrent de haut en bas du long front nord, partout où les Soviétiques poussaient leurs colonnes dans la forêt. Plus au sud, autour de Kumo, les Finlandais piégèrent et détruisirent lentement les éléments encerclés d'une autre division soviétique dans des poches qu'ils réduisirent une par une sur des semaines. Lorsque les Soviétiques, apprenant lentement, envoyèrent finalement leurs propres troupes à ski pour combattre les Finlandais à leurs propres conditions, les Finlandais les détruisirent également, anéantissant toute une brigade de ski soviétique de quelques 1800 hommes dans les forêts en février, après que son commandant eût été tué et que le froid meurtrier eût achevé les autres. Partout le schéma était le même. Une colonne soviétique s'avançait avec assurance sur une route forestière. Les Finlandais la découpaient en morceaux, et les morceaux mouraient dans la neige. Les motis parsemaient la carte de la Finlande du Nord comme les débris d'un géant qui avait marché dans une scie circulaire. Ce n'était pas de la chance, et ce n'était pas une seule bataille inspirée. C'était une façon répétable et enseignable de retourner la masse de l'ennemi contre lui-même, et cela fonctionnait encore et encore. Si ce type d'histoire, la mécanique précise de la façon dont une petite force en défait réellement une grande, est le genre d'histoire dont vous voulez davantage, alors un pouce levé sur cette vidéo l'aide véritablement à atteindre les personnes qui se soucient de la façon dont ces choses ont réellement fonctionné, plutôt que des mythes. Cela ne vous coûte rien et maintient la vraie histoire devant les bonnes personnes. Nous arrivons maintenant au cœur de la question, à la raison pour laquelle cette vidéo est intitulée comme elle l'est. Car si le moti était la tactique qui accomplit le travail, qu'en est-il du tireur d'élite, de la bombe incendiaire et du gel, les trois choses dont tout le monde se souvient réellement? Où s'inscrivent-ils? La réponse est l'idée la plus importante de toute cette histoire, et elle renverse complètement la vision populaire de la guerre d'hiver. Examinons les trois images célèbres une par une, car chacune d'elles est réelle et chacune d'elles est mal comprise, et comprendre pourquoi est la clé de toute la guerre. Commençons par le tireur d'élite. Simo Häyhä, la mort blanche, est l'une des véritables légendes de l'histoire militaire, et il mérite de l'être. Un fermier tranquille et de petite stature des régions frontalières finno-russes, tireur primé en tant que civil, il rejoignit son régiment lorsque la guerre éclata et procéda, au cours de moins de 100 jours, à tuer plus de 500 soldats soviétiques avec son fusil, le total confirmé le plus élevé pour un tireur d'élite dans toute grande guerre, et il accomplit une grande partie de cela avec un simple fusil de service finlandais, utilisant des hausses à œilleton ouverts plutôt qu'une lunette télescopique, gardant son profil bas dans la neige avant qu'une balle soviétique ne fracasse sa mâchoire vers la fin de la guerre. Il survécut, vécut jusqu'à l'âge de 96 ans et devint l'incarnation de la volonté finlandaise de résister. Chacun de ces mots est vrai. Mais voici la chose. Un seul homme, aussi supernaturellement doué soit-il, n'arrête pas une armée d'un demi-million d'hommes. 500 tués est un exploit personnel extraordinaire, et c'est aussi, face aux centaines de milliers d'hommes que les Soviétiques déversèrent en Finlande, une infime fraction d'1%. Häyhä n'a pas sauvé la Finlande. Oha était le produit des mêmes choses qui ont sauvé la Finlande. Un homme qui pouvait se déplacer à ski dans la forêt, qui portait du blanc dans la neige, qui connaissait le terrain dans ses os, qui pouvait se mettre en position là où l'ennemi ne pouvait l'atteindre et en sortir avant que celui-ci ne puisse réagir. Il était un symptôme de l'avantage finlandais, pas sa cause. Le surnom lui-même raconte l'histoire. Les Soviétiques l'appelaient la mort blanche, mais certains de leurs propres prisonniers dirent
que la vraie mort blanche n'était pas le tireur d'élite du tout. C'était le froid. La légende pointe loin de la vérité. Maintenant, le cocktail Molotov. Le nom lui-même était une blague finlandaise. Lorsque le ministre des Affaires étrangères soviétique, Vyacheslav Molotov, affirma à la radio que les avions soviétiques ne bombardaient pas la Finlande, mais y larguaient de la nourriture pour son peuple affamé, les Finlandais surnommèrent ironiquement les bombes à fragmentation qui tombaient sur eux des paniers repas Molotov, puis nommèrent leurs bombes à essence artisanale cocktail Molotov, la boisson pour accompagner la nourriture. Le monopole d'État finlandais de l'alcool les produisit en masse, quelques 450 000 de ces objets, des bouteilles de liquide inflammable qu'un soldat pouvait allumer et lancer sur un char où le carburant brûlant se déverserait à travers les grilles du moteur et dans la coque. Les Finlandais détruisirent des centaines de chars soviétiques de cette façon, et l'image d'un homme avec une bouteille vainquant un char devint l'un des symboles durables de la guerre. Mais réfléchissez un instant à la façon dont un cocktail Molotov doit réellement être utilisé. Pour lancer une bouteille d'essence sur un char, il faut s'en approcher extrêmement près, à quelques mètres. Et dans la guerre normale, on ne peut pas faire cela, car un char ne voyage pas seul. Un char est escorté par sa propre infanterie, des soldats à pied, dont le rôle entier est d'empêcher les soldats ennemis de s'approcher suffisamment pour faire exactement cela. Un homme qui court vers un char, convenablement escorté avec une bouteille d'essence, est abattu bien avant d'arriver. Alors pourquoi les Finlandais pouvaient-ils le faire? Pourquoi les soldats finlandais étaient-ils capables de s'approcher suffisamment pour brûler des chars soviétiques par centaines? Parce que les chars n'avaient pas d'infanterie avec eux. Le Moti les en avait dépouillés. Lorsqu'on coupe une colonne en morceaux et qu'on sépare les blindés des hommes, lorsqu'on disperse, gèle et tue l'infanterie dans la forêt, on laisse les chars nus, aveugles et seuls sur la route. Et un char nu est un piège mortel attendant un homme avec une bouteille. Le cocktail Molotov n'a pas vaincu les blindés soviétiques. Le Moti a vaincu les blindés en les séparant de leur infanterie. Et le cocktail Molotov n'était que l'outil qui acheva le travail que la tactique avait préparé. Et le froid, la troisième grande image, fonctionne exactement de la même façon. L'hiver finlandais tua des soldats soviétiques en nombre énorme, des dizaines de milliers d'entre eux, gelés et victimes d'engelures. Mais le froid ne les tua pas parce qu'il faisait froid. Il fait après tout aussi froid du côté finlandais de la ligne, et les Finlandais, habillés et entraînés pour cela, approvisionnés et abrités, y survécurent en grande partie. Le froid tua les soldats soviétiques parce qu'ils avaient été coupés des choses qui maintiennent un homme en vie dans le froid. Coupés de leur cuisine de campagne, de leur carburant, de leur tente, de leur ligne de ravitaillement, cloués immobiles et exposés sur une route qu'ils ne pouvaient quitter. Et qu'est-ce qui les coupa de tout cela? Le Moti. Encore et encore, on remonte la piste du tueur célèbre jusqu'à sa source, et la source est toujours la même. Le tireur d'élite, la bombe incendiaire, le gel. Chacun est réel. Chacun est en aval de l'unique tactique qui a créé les conditions dans lesquelles un tireur solitaire, une bouteille d'essence et 40 degrés de gel pouvaient faire leur œuvre. La mobilité était la clé maîtresse qui déverrouilla les trois. Le Moti était la chose qui transforma une forêt gelée en un terrain de mise à mort. Et remarquez quel type d'avantage c'était réellement, car c'est la partie qui va au-delà de la Finlande. Les Finlandais n'étaient pas plus forts que les Soviétiques. Ils n'étaient pas mieux armés, pas plus nombreux, pas mieux approvisionnés. Ils n'avaient presque rien que les Soviétiques ne possédèrent pas en quantité bien plus grande. Ce qu'ils avaient, c'était la capacité de se déplacer là où l'ennemi ne pouvait pas, de choisir où et quand se battre, d'être en 100 endroits que l'ennemi ne pouvait atteindre et partis avant que l'ennemi ne puisse réagir. C'est la mobilité, et la mobilité est un multiplicateur qui n'apparaît dans aucun décompte de chars ou d'hommes. Une petite force qui peut se déplacer librement face à une grande force qui ne le peut pas,
n'est pas réellement en infériorité numérique de la façon dont les tableaux le suggèrent, car la grande force ne peut jamais concentrer la majeure partie de sa force en un seul point. Elle est clouée sur place, aveugle et réactive, tandis que la petite force concentre toute sa puissance contre un seul morceau isolé à la fois. C'est l'idée la plus ancienne dans l'art de la guerre, plus ancienne que la poudre à canon. L'idée que la manœuvre peut vaincre la masse, que le camp qui contrôle l'endroit où se déroulent les combats contrôle les combats eux-mêmes. Les Finlandais ne l'ont pas inventé. Mais dans les forêts de 1940, à ski et en blanc, ils en donnèrent l'une des démonstrations les plus pures et les plus meurtrières de l'histoire moderne. C'est là la réponse au titre. Pas le tireur d'élite, pas la bombe incendiaire, pas même le froid. La chose qui a sauvé la Finlande était la tactique qui rendit ces trois éléments mortels, la tactique du bois de chauffage, le découpage du géant en morceaux suffisamment petits pour être tué. Mais maintenant, nous devons être honnêtes, car une dure vérité attend à la fin de cette histoire, et elle change ce que le mot « sauver » signifie réellement. Voici ce que les légendes omettent généralement. Le Moti n'a pas remporté la guerre d'hiver. La Finlande n'a pas, au final, repoussé l'invasion soviétique. Fin décembre, le monde regarda Suomussalmi et les colonnes soviétiques gelées et la ligne Mannerheim tenue, et conclut que les Finlandais avaient, de façon stupéfiante, gagné. Ils avaient humilié l'armée rouge, ils avaient détruit des divisions entières. L'opinion mondiale, en particulier dans l'Occident démocratique, se rallia à leur cause. L'Union soviétique fut expulsée de la Société des Nations en tant qu'agresseur. Pendant quelques semaines au tournant de l'année, il semblait vraiment que l'impossible s'était produit et que le géant avait été vaincu. Et puis Staline apprit. C'est la partie de l'histoire avec laquelle les ennemis du géant doivent toujours compter. Un géant prêt à apprendre de ses erreurs est la chose la plus dangereuse qui soit. Staline fit marche arrière, arrêta la maladroite invasion sur large front et confia le commandement à un commandant compétent, Semyon Timochenko. Les Soviétiques abandonnèrent les stupides colonnes dans les forêts du Nord et concentrèrent leurs efforts là où leurs avantages comptaient réellement, sur le terrain étroit et ouvert de l'isthme de Carélie au sud, où la masse et l'artillerie pouvaient être déployées et où le Moti ne pouvait être utilisé. Et là, en février 1940, ils déchaînèrent un pilonnage d'une puissance de feu écrasante, l'artillerie tirant à des cadences de centaines de coups par minute, jour après jour, pulvérisant simplement les fortifications finlandaises. La ligne Mannerheim, qui avait tenu pendant 2 mois, finit par craquer. Les Soviétiques percèrent, et les Finlandais, épuisés, désespérément à court d'hommes, de munitions et de réserves, l'aide promise par la Grande-Bretagne et la France n'arrivant jamais de façon significative, furent repoussés et contraints de faire face à la réalité. Ils ne pouvaient pas tenir. Il vaut la peine de comprendre à quel point la deuxième offensive soviétique fut menée de façon méthodique, car elle est le miroir inversé de la première. Là où l'invasion de décembre avait été présomptueuse, dispersée et maladroite, l'offensive de Timochenko en février fut concentrée, patiente et écrasante. Il massa ses forces sur un front étroit. Il amena l'artillerie à une échelle que la Finlande ne pouvait commencer à égaler et l'utilisa pour réduire méthodiquement les fortifications finlandaises jour après jour, avant d'envoyer l'infanterie et les chars, travaillant désormais ensemble comme ils auraient dû le faire dès le début. Les Finlandais se battirent avec la même habileté et le même courage qu'ils avaient montré tout l'hiver. Mais l'habileté et le courage ne peuvent arrêter indéfiniment ce poids d'obus sans réserve pour combler les brèches et sans réapprovisionnement en munitions. La ligne finlandaise sur l'isthme commença à céder. Mannerheim ordonna un repli vers une deuxième ligne, puis vers une troisième, l'armée se repliant en bon ordre mais se repliant quand même vers Viborg, la grande ville de l'isthme où se déroulèrent les dernières batailles de la guerre le long de la baie gelée, alors même que les diplomates se disputaient à Moscou. L'armée finlandaise ne fut pas détruite, elle ne fut jamais détruite, mais elle était lentement repoussée en arrière par un géant
qui avait finalement appris à faire peser sa force, et derrière cette armée, il ne restait plus rien en réserve. L'aide des démocraties occidentales, très discutée et jamais livrée à temps, aurait dû traverser la Norvège et la Suède neutres pour arriver, et elle demeura une promesse sur papier pendant que les soldats finlandais saignaient. La Finlande avait manqué de marge de manœuvre. Les 12 et 13 mars 1940, la Finlande signa le traité de paix de Moscou, et les termes étaient sévères. La Finlande dut céder environ 11% de l'ensemble de son territoire, dont la totalité de l'isthme de Carélie, la ville de Vyborg, sa deuxième ville en importance, et les terres autour du lac Ladoga, des régions qui représentaient quelque 30% de la capacité industrielle du pays. Plus de 400 000 Finlandais, toute la population du territoire cédé, durent abandonner leur foyer et devenir des réfugiés dans ce qui restait de leur propre pays. Lorsque les termes furent annoncés, les drapeaux finlandais à travers la nation furent tard mis en berne. Dans le sens étroit et strict du terme militaire, la Finlande avait perdu. L'invasion n'avait pas été repoussée. Le géant avait pris ce qu'il voulait sur la carte. Pour les soldats finlandais, l'amertume était difficile à supporter. Beaucoup d'entre eux n'avaient compté jamais été vaincus dans leur propre secteur. Ils avaient tenu leur position, détruit tout ce qui avait été envoyé contre eux, infligé des pertes sans commune mesure avec les leurs, et maintenant, on leur ordonnait de déposer les armes et de remettre des terres qu'ils avaient défendues avec succès tout l'hiver, y compris des positions qu'aucun soldat soviétique n'avait jamais prises tant sur eux. Des communautés entières durent être informées que leurs villes et leurs fermes et les tombes de leurs familles se trouvaient désormais du mauvais côté d'une nouvelle frontière et qu'elles avaient quelques jours pour rassembler ce qu'elles pouvaient porter et partir pour toujours. Les drapeaux en berne n'étaient pas un geste, c'était du chagrin. Une armée qui avait mené l'une des campagnes défensives les plus remarquables de l'histoire moderne fut amenée à ressentir, au moment de la paix, comme si elle avait échoué, parce qu'elle n'avait pas eu le droit de gagner et qu'on ne lui avait pas accordé l'aide qui aurait pu le lui permettre. Ce sentiment, le sens d'une victoire volée et d'une trahison par les grandes démocraties qui avaient applaudi sans venir, allait façonner la politique finlandaise et les choix finlandais pendant des années. Alors en quel sens la Finlande fut-elle sauvée? Dans le seul sens qui importait finalement. Elle demeura une nation libre, indépendante et souveraine. Et pour comprendre pourquoi ce n'était pas une petite chose, mais la chose tout entière, souvenez-vous d'Otto Kuusinen et de son gouvernement fantoche, la République démocratique finlandaise que Staline avait amenée pour gouverner une Finlande conquise. Souvenez-vous que l'Union soviétique, ces mêmes années, ne prit pas 11% de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Elle les prit en totalité, les avala entièrement, les effaça en tant que pays indépendant pendant un demi-siècle. C'était le destin que Staline avait prévu pour la Finlande. C'était le plan que le gouvernement fantoche était censé mettre en œuvre. Et il vaut la peine de réfléchir à ce que cette différence signifiait à travers les décennies qui suivirent, car c'était tout l'enjeu. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie disparurent de la carte des nations indépendantes pendant 50 ans. Leurs gouvernements furent abolis, leurs dirigeants déportés ou tués, leur population soumise à des déportations massives en Sibérie, leur pays absorbé en tant que république de l'Union soviétique jusqu'à ce que l'Empire s'effondre finalement en 1991. La Finlande n'endura rien de tout cela. Elle perdit un territoire et des habitants, et pendant la guerre froide, elle dut marcher sur une ligne prudente, parfois humiliante, de neutralité aux côtés de son énorme voisin, ne pouvant jamais oublier qui vivait à côté. Mais elle garda son propre gouvernement, sa propre démocratie, sa propre société libre, sa propre armée, sa propre façon de vivre. Les enfants finlandais ne furent pas déportés en Sibérie. Le Parlement finlandais ne fut pas aboli. Un Finlandais en 1960 était le citoyen d'un pays libre d'une façon qu'un Estonien ou un Lituanien ne l'était tout simplement pas. C'est la distance entre le destin que la Finlande subit et celui qu'elle évita. Et toute cette distance fut acquise dans la neige de cet unique hiver, par une armée qui perdit la guerre et sauva la nation. Et cela ne se produisit pas. Staline prit sa portion de territoire et n'alla pas plus loin.
Il abandonna le gouvernement fantoche. Il laissa la Finlande indépendante. Pourquoi? Parce que le prix était devenu trop élevé. Le Moti et la ligne Mannerheim et toute la catastrophe de cet hiver avaient nous coûté à l'armée rouge quelque part entre 125 000 et 170 000 morts, avec des pertes totales bien au-delà de 300 000 contre des pertes finlandaises d'environ 26 000 morts, un ratio d'environ 5 ou 6 morts soviétiques pour chaque Finlandais, infligé par le camp le plus faible, ce qui est presque inouï pour un attaquant face à un défenseur. Cela avait humilié l'Union soviétique devant le monde entier, exposé la pourriture de son armée purgée et apeurée, et lui avait valu d'être expulsé de la Société des Nations. La Finlande avait montré à Staline qu'avaler le pays tout entier coûterait bien plus que ce que cela valait. Et ainsi le géant, saignant et humilié, prit un morceau et laissa le reste. Voilà ce qu'a véritablement accompli l'unique tactique. Elle n'a pas vaincu l'Union soviétique. Rien de ce que la Finlande aurait pu faire n'aurait vaincu l'Union soviétique. Ce que le Moti a fait, c'est rendre la Finlande trop coûteuse à conquérir. Il a changé l'arithmétique de Staline, de sorte que la conquête totale ressemblait à un pire marché qu'une prise de terre limitée. Et c'est là la leçon la plus profonde de la guerre d'hiver, la chose que les petites nations faisant face à de grandes ont étudiée depuis lors. Vous ne pouvez peut-être pas vaincre un géant, mais vous pouvez parfois vous rendre si coûteux à avaler que le géant décide que vous ne valez pas le repas. La survie, pour le faible face au fort, n'est pas toujours la victoire. Parfois, c'est simplement rendre le prix de votre destruction plus élevé que ce que le fort est prêt à payer. Il y a une dernière ironie sombre avec laquelle vous laissez. Depuis Berlin, Adolf Hitler observait tout cela, et il tira de la Finlande une conclusion qui allait façonner toute la guerre à venir. Il regarda l'armée rouge trébucher et geler et mourir dans les forêts finlandaises, les divisions taillées en pièces par une poignée d'hommes à ski, et il conclut que l'Union soviétique était une structure pourrie qui s'effondrerait si on lui donnait un coup de pied. 1 an et demi plus tard, il lança son invasion de l'Union soviétique sur cette hypothèse exacte. Mais Hitler avait mal lu la leçon. Les Soviétiques avaient été humiliés en Finlande et contrairement à Hitler, ils en avaient tiré des leçons. Ils réformèrent leur armée, absorbèrent les leçons sanglantes de l'hiver et lorsque les Allemands vinrent, la structure ne s'effondra pas. La même guerre qui apprit à la Finlande comment survivre apprit à Staline comment se battre et apprit à Hitler exactement la mauvaise chose. La forêt qui avala la 44e division était, à sa façon, le premier chapitre du désastre qui allait un jour avaler l'armée allemande aussi. Si votre propre famille entretient un lien quelconque avec cette histoire, un grand-parent qui se battit dans la guerre d'hiver, ou une famille qui fut chassée de Carélie et dut tout laisser derrière elle pour recommencer à zéro, je considérerais comme un honneur d'en entendre parler dans les commentaires. Et je veux vous laisser avec une question, car la vraie leçon de cette guerre va bien au-delà de la Finlande. Combien d'autres victoires célèbres, pensez-vous, attribuons-nous à la mauvaise cause, à l'image dramatique, aux tireurs d'élite, ou à la bombe incendiaire, ou au coup de chance, alors que la vraie raison était quelque chose de plus silencieux et de plus profond qui n'a jamais fait son chemin sur l'affiche? Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. C'est l'une des questions les plus utiles que l'on puisse poser sur l'histoire, et la guerre d'hiver est l'endroit où j'ai appris à la poser.